pour la présentation. Nous allons maintenant passer à une mise en perspective à 3 voies différentes sur ce que Philippe nous a présenté sur l'output gap et les critiques par rapport au modèle qui est utilisé aujourd'hui au niveau des politiques européennes et des politiques des États membres. Alors, 3 voies différentes. Nous allons commencer par Vanessa qui vient du Bureau fédéral du plan. Ensuite, nous passerons avec Étienne et nous finirons avec Jérôme pour un premier tour de parole. Et puis, nous irons dans une discussion plutôt à bâton rompu avec des rebondissements, des questions que vous aurez peut-être à poser à nos intervenants et que les intervenants pourront aussi se poser l'un à l'autre en fonction, je dirais, de l'affinité des commentaires qui sont faits sur la présentation de ce matin. Alors, dans une première perspective, ce qui est extrêmement intéressant de mon point de vue en tant que statisticien en chef de la région wallonne, c'est que ça met en perspective l'importance de toujours se poser des questions sur l'ancrage des travaux scientifiques et statistiques que nous produisons, de la manière dont finalement ils transforment notre vision du monde et peuvent interférer dans l'élaboration des politiques publiques. Une statistique ou un travail de cette nature qui n'a pas une posture critique sur finalement les modalités de sa construction et éventuellement les paradigmes qui sous-tendent la fabrication des statistiques est véritablement un outil qui reste aveugle par rapport aux réalités et par rapport aux conséquences politiques, sociales et économiques qu'elles peuvent avoir. Donc je vais commencer par donner la parole à Vanessa qui va pouvoir nous présenter sa mise en perspective de la présentation de ce matin. À toi la parole, Vanessa. Merci Sébastien. Ok, ça va fort. Donc, par rapport à la présentation de Philippe Heimberger, les critiques principales que j'ai retenues en termes de chiffres sur la production potentielle et l'output gap, je sais pas, vous avez aussi le truc ici, sont d'une part que les estimations de production potentielle sont revues à la baisse lorsque l'économie se porte moins bien. Donc la procyclicalité des estimations et les estimations de production potentielle qui, sur la période récente, ont été trop faibles. Alors, au niveau des propositions que Philippe fait, on a que d'une part, la croissance potentielle devrait être plus élevée, et d'autre part, c'est modifier la méthode, donc l'approche EUCAM, donc la Common Agreed Methodology de la Commission européenne que Philippe a présentée, en remplaçant d'une part le Nauru par un taux de chômage de longue durée et d'autre part augmenter la durée moyenne du temps de travail tendanciel en tenant compte des personnes qui travaillent à temps partiel sur base involontaire. Alors, avant de revenir à sa présentation, je voulais juste vous montrer les chiffres d'output gap pour la Belgique. Selon les dernières estimations des grandes institutions internationales que sont la Commission européenne, l'OCDE et le FMI. Donc, on voit que sur une longue période, en général, on oscille autour de 0. Qu'en 2019, toutes les institutions prévoient que l'output gap soit refermé. Et que ça devrait être également le cas en 2022-2023, ou en tout cas qu'on devrait être à un niveau proche de 0. Alors, par rapport au fait que la production potentielle est revue à la baisse en période de crise, je voulais juste vous montrer la propriété des filtres. Donc ici, j'utilise un filtre HP, qui est un filtre très simple, et je montre 2 scénarios possibles du PIB. Un premier scénario orange où on n'a pas de crise en 2020 et un deuxième scénario bleu où on a une crise uniquement en 2020 et on retombe au niveau de 2021 au niveau de 2021. Alors, le filtre HP nous donnerait une tendance du PIB, ce qu'on pourrait appeler un PIB potentiel. Ce n'est pas du tout l'estimation de la Commission européenne. Mais voilà, ça vous donne une idée, en fait, que quand on utilise des filtres, si on a tout d'un coup une révision à la baisse de la projection, comme c'est le cas entre mon scénario orange et mon scénario bleu, on aura une révision du potentiel de croissance pour la période en question, mais aussi avant. Donc,
Donc voilà, ça c'est des propriétés statistiques qu'il faut connaître. Alors, quelles solutions apporter par rapport à ces révisions? Mais comme Philippe l'a dit, on peut utiliser d'autres méthodes d'estimation. Mais comme il l'a bien pointé, l'avantage de l'approche de la Commission européenne, c'est qu'on peut expliquer facilement la croissance en termes de facteurs de production. Et donc, on aurait, avec d'autres modèles, une possible perte d'intuition économique. D'autre part, toutes les séries qu'on estime ici sont basées sur des chiffres. Et ces chiffres sont révisés, que ce soit le passé via les révisions des comptes nationaux ou que ce soit le futur. On sait très bien que toutes les projections qu'on fait seront révisées par la suite. On ne saurait pas faire autrement. Et enfin, au niveau beaucoup plus technique, au sein de la méthode EUCAM, on pourrait introduire des méthodes de filtrage plus robustes, comme on en a déjà parlé. Donc, on a introduit, par exemple, une encre pour le no-roux. Donc, c'est très technique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça permet d'avoir moins de procyclicalité dans les estimations, surtout en fin de période. Alors, maintenant, je vais passer au deuxième point et aux estimations de croissance potentielle et de production potentielle pour la Belgique. J'ai reproduit ici le même graphe que Philippe vous a présenté juste avant. Et je voulais vous montrer les conséquences en termes d'output gap. Donc, si vous vous rappelez, ce que Philippe proposait de faire, c'est de reprendre la croissance potentielle qu'on a eue en moyenne entre 2000 et 2007, donc environ 2,2%, pardon, et d'utiliser cette croissance potentielle pour la période 2008 et après. En termes d'output gap, ça donnerait en 2023 un output gap de moins 12,8. Il le reconnaît. Et donc, si j'impose un effet d'hystérèse de 0,7 points, donc j'obtiens la courbe grise ici, et on voit qu'on aurait un output gap qui aurait été négatif sur toute la période post-2008. Au niveau de... Donc ça, c'était une première chose. Une deuxième chose, c'était de modifier la méthode EUCAM en changeant les facteurs qui sont utilisés. Alors, une première proposition du think tank allemand, c'était de modifier le taux de chômage en utilisant à la place du no-roux un taux de chômage de longue durée issu des enquêtes force de travail. Mais alors, il faut savoir que vu que le taux de chômage qui est utilisé dans la méthode EUCAM pour estimer le gap de chômage, c'est un taux de chômage qui sera par définition plus élevé que ce taux de chômage de longue durée, vu que le nombre de chômeurs qui sont au chômage depuis plus de 12 mois est plus faible que le nombre de chômeurs total. Donc on aura toujours un gap de chômage positif. D'autre part, la deuxième proposition, c'est d'augmenter le temps de travail des travailleurs à temps partiel involontaire. Donc, on garde une durée moyenne du travail effectif qui est la même, mais par contre, on augmente le potentiel d'un certain niveau. Et donc, par définition, on aura toujours un gap de durée qui sera plus souvent négatif que celui que la Commission estime et qui sera systématiquement plus faible que celui de la Commission estime. Et donc, par définition, en fait, on aura toujours un output gap estimé qui, toute autre chose égale par ailleurs, sera plus négatif ou moins positif que l'estimation faite via la méthode EUCAM. Alors, en termes chiffrés, je me suis basée sur les chiffres de la Commission européenne, donc on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres que ceux qui ont été présentés auparavant, mais je pense que l'idée sous-jacente est la même. Donc, c'est que, vu qu'on utilise un taux de chômage qui, par définition, est plus faible, on aura plus d'output potentiel et donc un output gap plus faible. Et vu qu'on utilise une durée moyenne du temps de travail qui est plus élevée, on aura d'office un output gap qui est plus faible. En termes chiffrés, ça donne, si je combine donc les deux propositions, le taux de chômage de longue durée et augmenter la durée moyenne du temps de travail des gens qui travaillent à temps partiel sur base involontaire de 5 heures,
On peut discuter exactement des chiffres sous-jacents, il n'y a pas de souci. Mais j'obtiendrai en fait un output gap en fin de période de moins 3,4, mais aussi un output gap qui, dès 2007, aurait été pratiquement à moins 1,5. Donc, avant la crise financière, on aurait été en normal times ou bad times, selon la terminologie du Stability and Growth Pact. Alors, pour conclure, mais si on suit les propositions de Philippe, on aurait un output gap belge qui n'aurait pas été fermé depuis la crise financière. On a vu tous les graphiques, j'obtiens des résultats où l'output gap après 2008 est toujours négatif. Si on utilise le dernier graphique, la courbe jaune, on voit que la situation économique aurait été caractérisée selon la terminologie du Stability and Growth Pact comme mauvaise, voire encore pire, dès 2007. Et étant donné qu'on aurait un output gap qui est beaucoup plus faible, d'office, on aurait un solde structurel qui serait plus élevé que celui de l'estimation de la Commission. Mes questions par rapport à ça, est-ce que utiliser les changements de définition sont toujours compatibles avec la définition qu'on entend d'output gap, ou on doit être compatible avec un taux d'inflation stable? Et en général, sur le long terme, on doit quand même être à un niveau proche de 0. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est, je pense, posée dans le Stability and Growth Pact, où la période normale se situe entre moins 1,5 et 1,5, donc autour de 0. Mais si en moyenne, on a un output gap qui est toujours de moins 3 ou moins 4, est-ce qu'on doit redéfinir la matrice d'ajustement? Et plus par rapport à la modélisation de l'output gap et de la production potentielle en tant que telle, comme on l'a déjà entendu, la production potentielle et l'output gap ne seront jamais observés. Il y aura toujours des révisions dès que les données sous-jacentes à l'estimation sont revues. Et donc forcément, si on a un niveau de production potentielle qui est fixe à un moment donné et qui le sera pour toujours, imaginons, si on revoit la production effective, on reverra l'output gap. Il n'y a pas moyen de faire autrement. En termes de méthodologie, qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier la plausibilité de nos résultats? Mais comme on l'a dit, on peut développer d'autres modèles et voir quelle est la différence entre voir les différences d'estimation et se dire est-ce que c'est plausible ou pas d'avoir ces différences-là. Et puis d'autre part, travailler sur la méthode. Donc la crise économique actuelle est aussi un challenge pour la méthode de la Commission, et prendre d'autres facteurs en compte serait une possibilité. Voilà. Merci Vanessa pour cette première mise en perspective. J'en profite pour saluer l'arrivée de M. Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la relance. Bienvenue, et nous nous réjouissons de vous avoir aujourd'hui, et notamment pour mettre tout ça en perspective. Je vais maintenant laisser la parole à Étienne. Étienne Lebeau, je t'en prie. Tu restes assis peut-être? Très bien. Ça va. Mais donc, je remercie Vanessa de créer cette ouverture sur la estimation alternative de l'output gap et de toutes les variables qui sont associées à l'output gap. Je vais évidemment abonder dans ce sens-là, d'une part parce que sur un plan personnel et en ayant lu beaucoup les travaux de Philippe et en ayant écouté son exposé il y a quelques instants, moi je suis très convaincu de la nécessité aujourd'hui de remettre en question ces estimations d'output gap. Et aussi parce que, et c'est ce que je vais essayer d'apporter ici dans un premier temps, en tout cas dans le panel, je vais essayer d'apporter un peu de recul historique par rapport à cette question de l'output gap et du PIB potentiel. Parce que ici, on peut avoir l'impression en fait que le PIB potentiel et les estimations d'output gap, elles sont nées avec la fonction de production de Cobb-Douglas et avec le fait qu'à partir du début des années 2000, la Commission européenne ait eu recours à cette technique économétrique pour estimer ces variables. Mais en fait, l'output gap et le PIB potentiel ont une longue histoire. Je ne vais pas la retracer. C'est une histoire qui commence aux États-Unis dans les années 30,
et qui se poursuit pendant les décennies ultérieures. Et il y a un moment qui est assez intéressant pour réfléchir à la logique de ce dont nous parlons, c'est les années 60, où la notion en fait de PIB potentiel est née dans les années 60. Elle a été popularisée par les travaux d'un économiste keynésien qui s'appelle Arthur Okun, qui était un économiste officiel qui travaillait dans le Council of Economic Advisors du président Kennedy, je pense. Et la définition, le point de départ de l'output gap à l'époque, ce n'est pas la construction d'un modèle qui fait surgir à partir de variables inobservables et de techniques économétriques extrêmement opaques une valeur de PIB potentiel. Non, Okun, de quoi part-il? Il part d'une cible de plein emploi. Et donc, il dit, voilà, le plein emploi, on le fixe à un niveau qui est conventionnel, qui est de 3,5% de taux de chômage ou de 4% de taux de chômage. Et à partir de là, on définit l'impulsion budgétaire qui permet d'atteindre l'objectif. Donc on est dans un calcul. Alors je ne sais pas s'il faut parler d'un modèle d'Okun. Il y a bien sûr des calculs statistiques dans sa méthodologie, mais on est en tout cas avec une approche qui est beaucoup plus observable que l'approche qui est aujourd'hui conventionnelle à travers le système de la fonction de production. Et donc ça pose le problème crucial de ce débat, qui est la question de l'observabilité empirique. Je pense qu'il y a je pense que l'exposé de Philippe a bien mis en évidence à quel point la méthode actuelle d'estimation était opaque. Alors, il n'a parlé dans son exposé que de quelques éléments opaques. Il a parlé essentiellement du Nauru, qui est une notion qui est quand même ultra controversée depuis au moins les années 90, avec des économistes, notamment américains dans les années 90, qui disaient carrément il faut se débarrasser de cette notion-là. Il faut s'en débarrasser parce que théoriquement elle est mal construite et empiriquement elle n'est pas validée. Bon, donc ça c'est un élément et Philippe insiste beaucoup sur cet élément. Il insiste aussi sur les techniques de filtrage statistique, hein, les filtres HP, les filtres de Kalman, etc. Alors on pourrait aller au-delà et on pourrait aller au-delà dans la critique de la boîte noire du modèle et mettre en évidence en fait que quasiment tous les aspects de la fonction de production et des variables qui sont utilisées dans cette fonction de production sont problématiques. Et moi, je ne prendrai qu'un seul débat, qui est un débat qui est totalement occulté aujourd'hui, qui est le débat sur la fonction de production elle-même. Il faut savoir que la fonction de production de Cobb-Douglas, elle existe depuis 1928. Il y a une longue littérature académique sur la validité empirique de cette fonction de production. Il y a des débats qui ont été menés dans les années 50, dans les années 60 et qui sont encore menés aujourd'hui. Je suis tombé il n'y a pas tellement longtemps sur un papier qui date d'octobre 2021 et qui déconstruit complètement la fonction de Cobb-Douglas, qui dit en fait cette fonction de Cobb-Douglas, ça a l'air d'être quelque chose qui permet de faire des estimations empiriques, mais en fait pas du tout. C'est une fonction de production qui est tautologique, qui est simplement la réécriture, la transformation d'une identité comptable qui est en fait l'identité de partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les profits. Et les auteurs qui ont écrit ça, qui sont des auteurs... moi, me semble-t-il, assez chevronnés, qui maîtrisent les mathématiques et les statistiques à un niveau bien plus élevé que mes modestes connaissances, disent en fait cette fonction de production, elle n'est pas empirique. Elle a l'air empirique. Il y a des discussions de savoir si les estimations qu'elle produit sont biaisées ou pas, mais en fait, ce n'est même pas le débat de savoir si les estimations sont biaisées, c'est simplement que cette fonction de production n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens empirique. Bon. Et donc, on pourrait faire une analyse systématique de toutes les techniques qui sont mises dans la boîte noire du modèle actuel et montrer qu'ils sont problématiques. Et donc, la question, c'est vraiment la question de la stratégie d'une politique budgétaire. Est-ce qu'une politique budgétaire, ça consiste à définir des objectifs économiques observables,
Alors là, vous pouvez en prendre plusieurs. Vous pouvez prendre le niveau de l'emploi, mais vous tenez compte aussi du niveau de l'inflation observée, la question, la soutenabilité des finances publiques. Et là, vous définissez une impulsion budgétaire à partir des objectifs que vous voulez atteindre. Ou est-ce que vous vous mettez dans une configuration où vous faites des calculs extrêmement sophistiqués sur quelle est l'ampleur de l'output gap, et à partir de là, vous dites, vous avez droit à telle impulsion budgétaire. Et après, est-ce que ça permet d'atteindre les objectifs économiques ou pas? Ça, à la limite, on s'en fout. On a défini l'output gap ex ante par une boîte noire qui est extrêmement problématique. On aboutit à un chiffre de ce qui est permis sur le plan de l'impulsion budgétaire, et puis time, c'est fini. Et donc, moi, je pense que la première réflexion, évidemment, la critique technique du modèle et la manière de l'améliorer dans une perspective pragmatique et politique, elle est évidemment essentielle. Et moi, je souscris totalement à l'approche pragmatique de Philippe qui dit, bon, il est clair qu'au niveau de la Commission européenne et de l'Output Gap Working Group, on ne va pas pouvoir changer la fonction de production. Ça, je veux dire, il faudrait rêver pour croire que ce soit politiquement possible. Mais essayons de réintroduire de l'observabilité dans le modèle, et la proposition de Philippe, c'est de le faire en disant on dégomme le no-roux dans le modèle. On dégomme l'une des variables les plus problématiques du modèle en mettant quelque chose d'ailleurs qui ressemble à la cible de plaie d'emploi d'Okun, en disant voilà, on se fixe un potentiel d'emploi qu'on veut atteindre et on définit ensuite le PIB potentiel que ça représente et partant l'impulsion budgétaire. Donc ça, c'est une première étape. Mais le véritable message, en fait, c'est qu'il faut réintroduire de l'observabilité. Il faut dire, voilà, quels objectifs politiques on veut atteindre et qu'est-ce que ça implique au niveau de la politique budgétaire. Et alors, on tient compte de ce qui est observable. C'est-à-dire que le problème aussi avec la fonction de production et le no-roux en particulier, c'est qu'il crée une barrière inobservable d'inflation. On dit, attention, dès que vous allez dépasser le PIB potentiel qui aura été livré par le modèle, vous allez voir l'inflation qui ressurgit. Et c'est complètement contre-intuitif par rapport au fait que depuis une décennie, on vit avec des niveaux d'inflation qui sont très faibles, et même avec le message de la Banque centrale européenne qui dit il faudrait que quand même les autorités publiques nous aident à atteindre notre cible d'inflation, parce qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas simplement avec la politique monétaire. Donc il faut que la politique budgétaire prenne le relais. Donc, voilà, en tout cas, en conclusion, je dirais qu'il faut visualiser en fait le modèle d'output gap pas comme quelque chose qui est censé améliorer la soutenabilité des finances publiques et la politique budgétaire, mais comme un verrou supplémentaire qu'on a introduit dans le pacte de stabilité et de croissance en 2005 pour empêcher de faire correctement de la politique budgétaire sous prétexte qu'on allait s'écraser contre une barrière d'inflation inobservable que seul le modèle connaît et que dans la réalité on ne voit plus arriver en fait depuis, je dirais, depuis 2 décennies. Voilà. Alors, à part ça, ce que je dirais aussi en conclusion, et ça, Philippe l'a dit, mais je trouve que c'est important de le rappeler, c'est qu'il y a un narratif politique, évidemment, dans ce modèle. Le narratif politique, c'est qu'est-ce que c'est une bonne politique économique? Une bonne politique économique, c'est une politique économique où on n'utilise pas la politique budgétaire, ou très peu, parce que l'output gap est toujours faible, parce que le modèle le crée comme faible, et par contre, l'autre partie du narratif politique, le narratif soi-disant positif, c'est que si vous voulez augmenter le PIB potentiel et le PIB, ben vous devez faire des réformes sociales, en fait. Vous devez faire des réformes du marché du travail, vous devez faire des réformes des pensions, de l'assurance chômage, et c'est ça qui va vous permettre de libérer votre économie. Autrement dit, quand on regarde l'ADN de ce modèle, c'est un ADN qui s'est construit à partir des années 80, c'est un ADN qui est monétariste, sans le dire. On dit non, on a quelque chose qui vous permet de faire de la politique budgétaire, non, parce que l'ADN du modèle est monétariste et il limite la possibilité de faire ce genre de choses. Merci. Donc, après une voix du Bureau fédéral du plan, une voix de la CSC, j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Jérôme Creel de l'Office français des conjonctures économiques. Tu peux rester... Tu as une présentation aussi? Parfait.
en live. Oui, en live. Alors, vous allez m'excuser une seconde. Mais peut-être pendant que tu prends la direction de ton PowerPoint, il y a quand même un élément qui ressort déjà maintenant des discussions que nous avons ici, c'est qu'il y a, et c'est une question qui est vraiment très importante, il y a une forme de performativité dans la production de ces modèles, sur la transformation même du monde économique dans lequel nous sommes. Donc il y a une espèce d'impact réel qui se fait par justement la production de ce modèle. Donc je pense que ça pose vraiment la question justement de l'ancrage réel et de ce que ça nous dit de notre fonctionnement économique. Merci beaucoup, désolé de ce petit contretemps. Merci grandement à Damien pour son invitation. Donc c'était une invitation qu'il a lancée, en tout cas qu'il m'a lancée en septembre dernier. Alors on allait du coup parler en septembre dernier, il était prévu de le faire aujourd'hui, la date n'a pas été modifiée, de l'output gap. Je me suis dit on y arrivera toujours, l'output gap ça sera toujours d'actualité malheureusement. Hein. Donc c'était une bonne chose, et après les interventions de Philippe, de Vanessa et d'Étienne, j'ai évidemment très peu à dire, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Alors j'ai repris moi le titre qui avait été donné pour la conférence. Je ne suis pas sûr que je vais beaucoup traiter de cette question. Je vais principalement revenir en fait sur le narratif que vient d'évoquer Étienne, et sur l'incidence qu'ont pu avoir les évaluations de la output gap sur les décisions réelles de politique budgétaire mises en œuvre par les différents États membres à la suite de la discussion de Vanessa et des travaux de Philippe, avant finalement de discuter un peu des raisons pour lesquelles il faudrait conserver ou ne pas conserver la output gap. En fonction des directions que prendront les réformes du pacte de stabilité et de croissance. Philippe en a parlé tout à l'heure, je vais en dire deux mots, et je prévenais tout à l'heure qu'évidemment j'allais faire une réponse d'économiste, je suis économiste, je vais à la fois vous dire qu'il faut le conserver et qu'en même temps il ne faut pas le conserver. Donc à la fin, vous ne saurez pas ce qu'il faut faire. Mais heureusement, il y a eu 3 autres intervenants avant moi, et du coup, on va pouvoir avancer. Ce que je voulais commencer par faire, c'est rebondir sur le narratif, finalement, dont parlait Étienne, à savoir que cette question de l'output gap, donc de la différence, de l'écart de production entre le PIB potentiel et le PIB réalisé, a donné lieu finalement à un risque d'instrumentalisation de la valeur du PIB potentiel, c'est-à-dire ce PIB qu'on aurait dans le meilleur des mondes, de telle sorte à sans doute orienter les décisions de politique économique qui seront prises à court terme, qui favoriseront vraisemblablement plutôt les réformes structurelles, marché du travail, marché des biens, avoir une baisse des prix parce que les consommateurs sont contents, il faut donc plus de concurrence. Puis après, on se rend compte que finalement, cette concurrence a donné lieu à beaucoup d'oligopoles, à des prises, des dominations de certains acteurs sur les marchés, et finalement, on n'a pas eu la baisse des prix. Donc on a eu un discours en faveur des réformes structurelles qui a été très cohérent avec le fait d'avoir abaissé très régulièrement le PIB potentiel, de telle sorte à réduire artificiellement, j'ai envie de dire, l'output gap, non pas parce que la croissance effective s'améliorait très sensiblement, mais parce que notre croissance maximale, elle se détériorait. Les crises avaient des effets d'hystérèse, c'est le terme qu'avait employé tout à l'heure Philippe, à très juste titre. On a une crise économique, elle va avoir des répercussions de long terme, elle va décroître notre activité économique. Et donc je voulais vous montrer ce graphique qui est tiré d'une publication de Larry Summers en 2014, alors qui était consacré, son article, à la stagnation séculaire, au fait de savoir si la croissance s'était foutue pour la vie, comme on était en train de nous le faire croire, parce qu'on n'avait plus rien à inventer de valeur depuis qu'on avait le plus possible d'entre nous accès à l'eau courante. Il y avait cette stagnation séculaire qui opposait Larry Summers à Robert Gordon. Robert Gordon disait, de toute façon, on n'a rien créé qui va engendrer plus de productivité depuis qu'on a accès à l'eau courante. Internet, c'est nul, tous ces trucs-là, c'est nul, ça apporte rien, et donc on a une tendance à la baisse des facteurs de productivité. Et puis, il y avait Larry Summers qui disait, attention, Robert Gordon est en train d'oublier complètement les facteurs demande dont parlait Philippe tout à l'heure. Et il utilisait justement, Larry Summers, cet argument pour dire, regardez les projections de PIB potentiel aux États-Unis, année après année,
crise après crise, que vous voyez décroître progressivement. Vous avez donc toutes ces lignes en haut, là, que vous pouvez voir ici, qui baissent au cours du temps, crise après crise, où on réévalue le niveau de PIB maximal qu'on pourra atteindre après qu'on a subi des crises. On pourrait très bien se dire que la première estimation du PIB potentiel en 2007 jusqu'en 2017, c'est la bonne évaluation. Et du coup, on subit une crise, elle décroît le PIB effectif, c'est celui-ci, le PIB réalisé. Bon, tant pis, on a un très gros output gap, on a une grosse part conjoncturelle de détérioration de l'activité, face à laquelle il est assez naturel de voir les déficits publics augmenter, face à laquelle il est tout à fait naturel de voir la politique monétaire à être très active pour relancer l'activité économique. Notre problème est très conjoncturel. Mais si vous abaissez, comme Vanessa l'a montré, comme Philippe l'a très bien discuté tout à l'heure, si vous abaissez le PIB potentiel progressivement, la part structurelle du déficit grandit, la part conjoncturelle, elle se rétrécit, et du coup, ce qui reste du déficit total, c'est pas ce qui est dû à la conjoncture, puisque la conjoncture, elle s'est améliorée artificiellement. On est bien moins loin du maximum qu'on peut atteindre, puisque le maximum, il a baissé. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est réduire nos dépenses structurelles, généralement pas les augmentations d'impôts, c'est pas ça qui a été favorisé, on baisse plutôt les dépenses, et en même temps, il faut faire des réformes de structure pour rehausser à nouveau notre PIB potentiel. Voilà, tout ça, c'est le narratif qui a eu lieu il y a une petite dizaine d'années, quand le monde entier a subi la crise financière internationale, que les Européens ont subi une deuxième crise qu'on a appelée la crise des dettes souveraines, qui était en réalité une crise des dettes privées et des excédents commerciaux de ceux et celles qui pouvaient en faire. Et on nous a raconté l'idée, il va falloir sortir de cette crise par des restrictions budgétaires et par des réformes structurelles. Et ce qui s'est trouvé aux États-Unis à gauche sur ce graphique, on a fait la même chose évidemment à la Commission européenne, à droite sur ce graphique. On a instrumentalisé cette notion inobservable qui est le PIB potentiel pour faire passer des réformes structurelles. Et c'est dénoncé en 2014 par Larry Summers, c'est dénoncé aujourd'hui par Philippe, dans un contexte un peu différent parce que les crises sont très fréquentes et que dès lors, il est extrêmement important que ce discours soit entendu de telle sorte à ce qu'on comprenne que la politique monétaire, on n'en a pas beaucoup parlé, elle compte, et la politique budgétaire, contrairement à ce qu'on pensait avant toutes ces crises, elle compte aussi. La question sera celle de savoir, vous l'évoquiez tout à l'heure, que maintenant, il va falloir être très vigilant sur la qualité de cette politique budgétaire. Parce qu'il y a un moment où on ne faisait pas de politique budgétaire, on n'avait pas le droit. Donc on regardait moins. Maintenant qu'on en a le droit, il va falloir être vigilant pour qu'elle produise effectivement les effets qu'en attendent ceux qui les mettent en œuvre. Alors je voudrais aller, il faut que j'aille vite, ça fait déjà 7 minutes sur les 15 minutes que j'avais, parce qu'on a 15 minutes depuis que Paul est plus là, je crois. Donc bon, je suis vraiment désolé pour Paul, et j'espère qu'il va aller mieux très vite. Je voulais rebondir aussi, parce qu'une des questions que Damien nous avait à tous les trois posées, c'était celle de savoir si on était d'accord avec les positions de Philippe, et sinon pourquoi, et si oui, qu'est-ce qu'on pouvait compléter. Alors moi je suis plutôt d'accord, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe, donc je vais essayer de compléter. Je vais compléter en citant un travail que j'ai réalisé avec un collègue, Pierre Aldama de la Banque de France, qui est en ligne actuellement, qui va paraître bientôt, dans lequel on s'est posé la question suivante. On s'est posé la question de savoir, parmi les décisions discrétionnaires prises par les gouvernements, quelle était l'importance qu'ils attribuaient à l'évolution de la dette publique. Est-ce que de manière discrétionnaire, ils avaient envie de lutter contre l'augmentation de la dette publique pour la rendre soutenable, ou est-ce qu'ils réagissaient aussi aux conditions économiques? Alors cette littérature est très abondante, c'est donc un exemple dans cette littérature. Ce qu'on a de spécifique avec Pierre, et on n'est pas les seuls à l'avoir fait pour autant, mais là on est moins nombreux, c'est qu'on s'intéresse aux décisions discrétionnaires des gouvernements prises en temps réel. C'est-à-dire qu'on est allé regarder les décisions qu'ils ont prises à la date T en fonction de l'information dont ils disposaient à cette date T. L'output gap, vous l'avez compris, avec la présentation de Philippe et la discussion de Vanessa, c'est quelque chose qui est très régulièrement updaté, actualisé. Et donc il y a beaucoup d'estimations des réactions budgétaires qui sont basées sur des données révisées.
c'est-à-dire les données qu'en fait les gouvernements ne connaissaient pas au moment où ils ont pris cette décision. Il nous a semblé utile de revenir dans cette littérature pour se poser la question de savoir si on dit au gouvernement, là, c'est la récession, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est la récession ou pas? Eux le croient, on le leur fait croire, ceux qui le leur font croire y croient aussi, et peut-être qu'après, on se rendra compte qu'on n'était pas en récession. Mais on vous dit qu'on est en récession, qu'est-ce que vous faites? Et ce qu'on montre dans ce papier, c'est que dans ces décisions discrétionnaires prises en temps réel par les gouvernements, première chose, les gouvernements réagissent à l'évolution de leur dette pour essayer de la rendre soutenable. Donc ils réagissent positivement, ils augmentent le surplus budgétaire de telle sorte à limiter l'augmentation de la dette, ils baissent des dépenses, ils augmentent des impôts. Et en même temps, ils réagissent à contre-temps par rapport à l'information qu'on leur délivre sur l'output gap. On leur dit l'output gap s'est effondré, il y a des difficultés conjoncturelles, qu'est-ce qu'on décide? Eh bien, on va faire une augmentation du surplus. Donc la direction discrétionnaire de la politique budgétaire va à contresens de ce qu'il faudrait faire. Elle est procyclique. Vous enfoncez par votre décision budgétaire votre économie un peu plus dans la crise. D'accord ? Et ça correspond à un résultat. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne marche que dans les situations défavorables. C'est-à-dire si l'output gap s'améliore, vous êtes neutre. Vous ne menez aucune stratégie discrétionnaire. C'est le coefficient qui sera estimé ici, qui n'est pas significatif. Alors que quand l'output gap est négatif, vous allez avoir une réaction qui va à contre-courant de ce qui était attendu. Donc ça veut dire quoi dans la discussion qu'on a aujourd'hui? Ça pourrait vouloir dire que la notion d'output gap a une incidence sur les décisions de politique budgétaire prises en temps réel. Ce qui est quand même un peu ennuyeux parce qu'on nous a très bien expliqué aujourd'hui que ça sortait d'une sorte de boîte noire, que c'était assez peu discuté en dehors de cercles très étroits et que dès lors, il serait important que tout le monde ait bien conscience de l'incidence que peut avoir ce concept dans les décisions prises de politique économique. Le deuxième point que je veux faire à partir de ce travail, donc c'est en regardant les données qu'on avait utilisées avec Pierre, c'est constater à quel point les prévisions qui sont faites de l'output gap, à la date T-1 pour la date T, sont très loin de correspondre à l'output gap qui sera calculé à la date T pour la période T. Là, vous avez la distribution des erreurs de prévision entre l'output gap à la période T calculée en T et l'output gap prévu pour la même période, mais une période plus tôt. Et vous voyez qu'on n'est pas centré autour de zéro. Les erreurs de prévision, elles sont assez importantes et elles sont assez régulières. Et si on regardait par pays, je vais aller très vite, vous voyez qu'il y a plein de barres positives, bleues, par lesquelles on se rend compte qu'on avait prévu, à la date T-1 pour la date T, une situation pire que celle qu'on avait. On a pensé que la situation était pire, qu'on était plus en récession, qu'in fine, l'output gap nous l'aurait révélé. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'était pas en récession, ou qu'on l'était plus ou moins. C'est bien l'output gap qu'on compare. C'est donc cette notion, la prévision d'output gap par rapport à l'output gap, avec derrière l'output gap, quels que soient les termes de la différence, la boîte noire de ce que c'est que l'output gap. Donc beaucoup d'erreurs. Mais ce qui m'amène là ce matin à une deuxième conclusion, c'est que on a beaucoup vu l'output gap être surestimé. On a cru que la situation était pire que ce qu'elle était a priori, compte tenu de cet indicateur d'output gap. Mais malgré cela, les gouvernements ont décidé de mener des politiques discrétionnaires qui allaient à contresens. Et du coup, ce que notre papier avec Pierre semble révéler, c'est un papier académique parmi plein d'autres, il va être publié dans une revue, c'est que les gouvernements en temps réel feraient deux erreurs. La première erreur, ils se basent sur un indicateur dont la prévision est mauvaise, et qu'en plus, ils prennent la mauvaise décision. Ils ne vont pas dans le bon sens. Ce qui vous laisse imaginer les risques qu'il y a à ne pas réformer de fond en comble la notion d'output gap afin de le mieux prévoir, puisqu'on prend des décisions qui vont dans le mauvais sens sur la base d'une mauvaise prévision. Donc déjà, si on avait la bonne prévision, peut-être qu'on ferait un peu moins d'erreurs. La troisième chose que j'ai voulu faire, c'est celle de savoir si, bon, peut-être qu'il ne fallait pas tout jeter, parce que peut-être que les révisions de l'output gap, au cours du temps, allaient dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on
on révisait à la baisse la output gap, on se disait, on prévoyait une forte récession, mais la récession, elle est moins forte, parce qu'en fait, les conditions économiques sont moins détériorées en réalité qu'on ne l'avait imaginé. Et du coup, on se dit, l'output gap, il va peut-être aller dans la même direction que le PIB effectif à la date T. Donc peut-être que l'output gap révisé nous raconte quand même une histoire intéressante. Est-ce que, je vais vite, mais ce que je raconte là, c'est juste dire que si on relie les erreurs de prévision avec l'activité économique à la date T, on se rend compte que les révisions vont dans la bonne direction. Le coefficient est de 0,17, c'est-à-dire si la croissance effective a été plus forte, on a révisé à la hausse l'output gap. OK, donc ça, on se dit, ça suit. Mais c'est que 0,17%, c'est pas 1. On n'a pas révisé intégralement en fonction de l'augmentation réelle de l'activité. On a juste fait un petit pas dans la bonne direction, mais un pas extrêmement, extrêmement faible, 0,17 et pas 1. Alors après, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, l'output gap, c'est quand même le PIB potentiel moins le PIB effectif, et derrière le PIB potentiel, il y a le futur. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'en fait, ça nous donne des informations sur le taux de croissance futur. Il y a peut-être une corrélation entre la révision de l'output gap et le PIB réalisé une période plus tard que son anticipation. Et là, j'ai un coefficient de moins 0,14, ça ne va pas dans la bonne direction. Donc, il y a un petit problème avec les erreurs de prévision de l'output gap, alors que l'output gap a une incidence sur les décisions de politique économique. Il me reste moins une minute pour conclure. Et c'est bien, on a le timer sur votre... Donc, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans le cadre de l'Union européenne, comme Philippe l'a rappelé, il y a beaucoup de discussions sur les réformes du pacte de stabilité et de croissance. Philippe avait raison de rappeler que certainement la Commission, ou c'est Damien qui l'a dit, je ne sais plus, la Commission allait sans doute se donner une année supplémentaire de suspension, entre guillemets, des règles du pacte de stabilité et de croissance. Une des raisons, c'est que on a sans doute une nouvelle crise qui nous tombe sur le dos, donc une crise géopolitique, une guerre à nos portes et sans doute des conséquences économiques importantes. Donc ça serait naturel de suspendre les règles, mais il y a une autre raison qui ferait qu'on suspende les règles une année de plus, c'est qu'il nous faut du temps collectivement pour adopter les nouvelles règles et pour savoir quelles règles mettre en œuvre. Et peut-être que ce n'est pas le bon moment parce qu'on a d'autres priorités, comme est-ce qu'on sanctionne un peu plus l'économie russe, est-ce qu'on arrête d'acheter du pétrole russe et du gaz russe. C'est plus urgent que de se poser la question du PIB potentiel. Alors, mais parmi toutes ces voies de réforme, donc il y en a une multitude, il y en a beaucoup qui sont liées à la soutenabilité des dettes. Alors moi, je dois dire qu'avec Pierre, on est un peu surpris parce que ce que montre notre papier, c'est que justement, jusqu'à présent, les règles budgétaires, notamment en Europe, ce que je vous montrais, c'était l'OCDE, mais c'est encore plus fort sur les pays de l'Union européenne. Les pays européens ont eu tendance à manipuler leurs dépenses publiques de telle sorte à assurer effectivement la soutenabilité budgétaire. Donc la soutenabilité des dettes... Oui, non, mais je vous promets que c'est vrai. Donc la soutenabilité budgétaire, elle serait assurée. Ce qu'il serait moins, c'est la contracyclicité de la politique budgétaire. Donc peut-être que c'est ça l'urgence. Mais il y a beaucoup de propositions sur les règles de dette pour les rendre, ce que disait Philippe, country specific, donc spécifique en fonction des États. Après, il y a beaucoup de gens qui disent on va se débarrasser des règles de déficit pour adopter une règle de dépenses. Mais cette règle de dépense, elle serait assujettie à un niveau de PIB potentiel. D'où l'urgence de bien comprendre ce qu'il y a derrière ce PIB potentiel et s'assurer que c'est bien le bon niveau. Et puis, il y a cette dernière proposition qui émerge depuis longtemps aussi, qui consisterait à adopter une règle d'or des finances publiques et qui consisterait à corriger le déficit public ciblé de toutes les dépenses dites vertes. Toutes les dépenses en faveur de la transition écologique. Alors ça pose plein de problèmes parce qu'il va falloir séparer les dépenses vertes des dépenses marron, on va dire, ou en tout cas pas vertes. Ça va aussi poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on se débarrasserait juste des dépenses en faveur de la transition écologique et pas des éventuelles dépenses en faveur de l'éducation, en faveur de la santé, qui peuvent aussi avoir une incidence sur nos niveaux de vie. Donc, dans ce cadre-là, la bonne répartition des dépenses
dont on pourrait se débarrasser dans le cadre de la surveillance des déficits publics, ça pourrait être toutes les dépenses publiques dont on a pu montrer ex ante qu'elles avaient un effet favorable sur l'activité économique ou sur le bien-être, sur une notion sur laquelle il faudrait aussi qu'on s'entende, qui dirait que voilà, ça va dans la bonne direction, et on peut l'appeler le PIB potentiel, mais ce PIB potentiel-là, il va falloir lui donner une dimension climatique, il va falloir donner une dimension en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de ce qu'on a envie de faire dans le futur, et pas juste cette petite dimension macroéconomique un peu absconse dont on a discuté jusque-là. Et puis ma dernière diapo, elle est consacrée au fait que là où juste avant, je disais sans doute qu'il nous faut du PIB potentiel quelque part, mais il faut rénover sa définition, et j'ai pas les pistes. Enfin, j'ai des idées, mais j'ai pas abouti, bien sûr. Enfin, vous le sauriez sans doute déjà. L'autre piste, c'est celle des stabilisateurs automatiques. Je pense qu'il est crucial que les Européens se dotent d'un arsenal de politiques budgétaires leur permettant de laisser jouer pleinement les stabilisateurs automatiques. Et ça, c'est inscrit dans le pacte de stabilité et de croissance. Les stabilisateurs automatiques, ils doivent être laissés libres de fonctionner. C'est-à-dire que vous avez plus de chômage que vous n'en aviez, vous avez un système d'indemnisation chômage, forcément, vos dépenses sociales vont augmenter, et on ne va pas vous demander de les limiter tant que le chômage lui-même n'aura pas baissé. Ça, c'est possible. Sauf que, macroéconomiquement, on a basé ces stabilisateurs automatiques sur l'output gap, qu'on instrumentalise de telle sorte à en limiter l'impact. Donc on fait baisser les stabilisateurs automatiques, mais de manière totalement artificielle, et c'est là qu'il ne faudrait plus associer les stabilisateurs automatiques au PIB potentiel et à l'output gap, mais l'associer aux évolutions effectives de l'emploi et de l'activité. Les recettes fiscales augmenteront, toutes choses égales par ailleurs, si l'activité économique redémarre. Les dépenses de chômage baisseront, toutes choses égales par ailleurs, si le chômage baisse. Et ce n'est pas la notion d'output gap qui est là cruciale. Voilà. J'ai été un peu trop long, j'en suis désolé. Merci de votre attention. Merci pour cette troisième voie concernant la mise en perspective qui nous a été donnée par Philippe Hamburger pour cette question justement de l'output gap. Je vais maintenant peut-être me tourner vers vous. J'ai senti quand même des volontés de questions, des interpellations. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez adresser maintenant à la suite de la présentation de nos trois intervenants? Oui. C'est toujours jubilatoire pour l'ancien juriste, l'ancien banquier et le politique que je suis d'entendre des économistes qui discutent entre eux, parce qu'on voit qu'au sein de toutes les catégories de la population, il y a des débats. Ce qui est particulièrement jubilatoire ce matin, c'est qu'en fait, vous nous dites, on a, nous autres économistes, mis en place un instrument et on tape dessus à boulet rouge en disant, en fait, c'est vraiment de la merde. Donc ça j'ai bien compris ce matin. L'output gap, non. Alors moi, je voudrais simplement faire un commentaire. Tout instrument humain a un objectif quand même. Et donc, si ici on a un truc au niveau européen, j'entends la théorie du complot qui dit, en fait, on essaye de pousser les États membres dans une certaine direction avec un narratif politique, en fait. Moi, j'ai simplement une pensée, c'est de me dire, mais il faut quand même qu'au niveau européen, quand on essaye de mettre des règles communes à 27 pays, il faut un truc plus ou moins objectif. Est-ce que c'est pas ça, en fait, la boîte économique qui a été mise en place, qui est de dire, quand la Commission européenne parle à l'Italie, à la Belgique ou à la France ou à l'Allemagne, il faut qu'elle ait un truc plus ou moins objectif qui lui permette de sortir quelque chose. Et puis à ce moment-là, les économistes se mettent en route et ils mettent un outil, c'est l'output gap. On a une matrice avec des chiffres dedans qui sont par définition un truc, mais qui est au moins une taille commune pour tout le monde. Donc moi, je suis un peu réservé sur la théorie du grand complot par rapport à la manière dont l'outil a été fait. Je vous entends détruire l'outil. J'aurais envie de vous inviter d'en reconstruire un autre qui vous satisfasse. Moi, je suis tout à fait preneur de la discussion. Ça, c'est une discussion. Une deuxième discussion, c'est qu'est-ce qu'on veut faire au niveau européen sur un tout autre tableau qui est les déficits structurels et la direction que l'on veut avoir en termes de dette par rapport à un indicateur dont on sait qu'il est contestable par ailleurs, qui est le PIB.
Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on est prêt à ce que tout le monde parte dans des directions différentes? Et donc, il y en a un qui peut partir à 180% de dette sur PIB sans aucun inconvénient. Il y en a un autre qui, lui, par contre, va aller à 40% de dette sur PIB. Est-ce qu'on peut accepter que les chats partent dans toutes les directions? Personnellement, je ne le crois pas. D'autant moins qu'aujourd'hui, politiquement, on a un autre débat qui est la mutualisation de dette au niveau européen. Et donc, on a une discussion à avoir et on a une direction commune à prendre, me semble-t-il. Alors que ce soit 3%, 60%, on peut en débattre à l'infini. Est-ce qu'il faut retourner à 60% ou à un autre chiffre en 20 ans, 30 ans, 40 ans? C'est encore un curseur. Mais quelle est la direction que l'on veut avoir? Quel est le ratio qu'on veut avoir entre une dette qu'on va quand même bien devoir rembourser un jour, ou bien on la lègue aux générations suivantes, ça c'est toujours le plus facile, et une production d'un facteur économique que l'on mesure par le PIB? Ça, c'est une autre question différente. Vous voyez ce que je veux dire, la distinction que j'essaie de faire entre les deux? Et alors, pour moi, le point que j'essayais de faire avec Philippe Emberger tout à l'heure, c'est de rentrer un peu plus dans la nuance quand il s'agit de voir quelles sont les politiques publiques qu'on met en œuvre pour arriver à quelque chose. Parce que je suis effaré de voir qu'on parle toujours d'une volumétrie en disant c'est bien ou c'est pas bien. Ah, on va faire plus d'investissements verts. UKID, UKIDA, c'est bon, on peut sortir de tous les trucs. Moi, je suis désolé. Sous le vocable vert, on peut mettre plein de choses. On peut faire des investissements rouges. Hein, on va faire du social. Très bien. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir une discussion un peu plus éduquée, consistant à dire, quand je sors de l'argent public, comment est-ce que je mesure le succès de cette dépense et comment est-ce que je mesure l'efficience de cette dépense? C'est un débat qu'on n'entend pas du tout. En Belgique, pour vous donner quelques chiffres effarants, on était en 2019 avec 26,4 milliards dans le secteur des soins de santé. On est en 2022 à 31,5 milliards et on est à 38 milliards en 2026. Alors aujourd'hui, dire simplement la santé c'est important, donc on peut passer sans scier de 26 à 38, moi je veux bien. On peut encore mettre plus d'argent dans l'éducation. On a un taux d'investissement dans l'éducation dans ce pays qui est très élevé, mais je ne pense pas que c'est en mettant plus d'argent qu'on va nécessairement y arriver. Comment est-ce qu'on peut faire a better spend? Et ça, je n'entends que trop rarement dans toutes ces discussions de politique publique. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est une conversation sur base d'outils dont les économistes nous disent c'est toujours imparfait, mais enfin, c'est un proxy, et éventuellement on en développe d'autres, mais un débat intelligent sur comment est-ce qu'on mesure le succès en matière de dépenses publiques, en matière de captation d'un pouvoir d'achat du citoyen pour aller prétendre que le politique le dépense mieux dans un certain nombre de choses. Ce débat-là, je ne l'entends jamais. On est toujours dans la volumétrie, on est toujours dans la couleur des investissements, et je suis terrifié, moi, de l'idée qu'on puisse venir nous dire, maintenant, au nom de la transition énergétique et de la planète, on va pouvoir dépenser sans compter. Et donc, la qualité du débat plutôt que la volumétrie du débat me paraît être un point tout à fait essentiel, qui est malheureusement très absent du débat public. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'un de vous trois veut réagir ? Merci. Alors, je suis convaincu, je ne vais pas réussir à vous convaincre, hein, mais sur la première question, alors effectivement, on aura dit du mal de l'output gap, alors peut-être Vanessa un peu moins quand même, hein, donc, parce qu'elle sait exactement ce qu'il y a dedans, ce qui est peut-être moins mon cas, mais j'ai dû en estimer à un moment ou un autre de ma vie pour autant. Ce qui ne va pas avec cette notion, c'est que l'idée, c'est de créer un benchmark et donc d'établir une sorte de classement des bonnes ou des mauvaises pratiques à partir d'un benchmark. C'est votre position, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer d'un benchmark qui change tous les ans alors qu'il est supposé nous donner la valeur maximale rêvée en l'absence de choc du PIB? Du coup, on sort... Non, mais je suis convaincu. Mais ce qui fait qu'on est peut-être très critique, c'est qu'en réalité, cet instrument a été dévoyé. En théorie, c'est une bonne chose que de savoir vers où on devrait tendre pour aider, comme le disait Étienne, les politiques économiques à aller dans cette direction, politique budgétaire, politique monétaire, politique sociale, politique environnementale. On sait vers quoi on tend et au moins on a 10 ans devant soi pour essayer de vérifier dans quelle mesure ça a marché. Sauf que vous commencez à peine quand vous dites en fait non,
la borne, elle est abaissée, donc c'est pas la peine de faire tant d'efforts. Ah ben non, elle est encore abaissée. Là, elle va bouger. Ça bouge tous les ans. Ça bouge selon les institutions. Donc ça ne sert pas l'objectif que c'était supposé servir. Donc en théorie, en économie, l'output gap peut être utile. En pratique, c'est une utilisation dangereuse que d'y regarder de trop près. Et c'est pas un complot. C'est pas vraiment, c'est pas du tout de l'ordre du complot. Et je pense que les travaux de Philippe ont bien montré justement que quand il va interroger des gens à la Commission, sans doute est-il allé à la Banque Centrale Européenne, les gens travaillent mécaniquement là-dessus. Et quand autour d'une bière, on en rediscute le soir, on se dit ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile à appréhender. Il y a une logique intrinsèque, mais pour une décision pratique de politique économique, c'est difficile de le baser là-dessus et difficile de convaincre qu'on le base là-dessus. Et prenons un exemple. Aujourd'hui, on a... je t'entendais tout à l'heure parler de l'inflation inférieure à ce qu'on a eu longtemps. Malheureusement, ces temps-ci, on a plutôt une inflation supérieure largement supérieure à ce qu'on a eu pendant longtemps. Ça devrait correspondre à des output gap très positifs. Si la théorie de l'output gap fonctionnait, on devrait avoir des output gap, on devrait entrer en surchauffe, ce qui expliquerait pourquoi on a de l'inflation. Sauf que Philippe et Vanessa travaillent sur les données belges, n'arrivent pas exactement aux mêmes chiffres, mais ils arrivent au mieux à l'équilibre, à un output gap 0, donc pas de surchauffe, on est à l'équilibre. Et on est passé de 2 à 7% d'inflation. Alors, si vous prenez pas 7% pour argent comptant, c'est peut-être que 5,1. N'ayez pas peur, je ne sais pas où est l'inflation, elle a beaucoup augmenté. Donc c'est une notion qui est importante, mais qui utilisée de manière quotidienne en politique économique est certainement dangereuse. Et sur la question du débat que vous n'entendez pas assez, je pense qu'on a trop, principalement en Europe, me semble-t-il, basé le débat public sur les questions de politique budgétaire sur cette volumétrie dont vous parlez, sur est-ce que je respecte les 3%, les 60%, le 0,5, etc. Et tout ça. Ce qui nous fait passer à côté de l'essentiel, à savoir qu'il faut s'entendre sur le fait qu'une politique budgétaire peut être efficace à remplir les objectifs qui lui sont assignés. Maintenant, on s'entend sur les objectifs qu'on veut lui assigner et on s'entend sur une évaluation ex ante de la capacité de cette politique à remplir son objectif et la vérification ex post que ça a bien marché. Moi, je suis aujourd'hui plutôt favorable et très content qu'en 2020, on ait décidé d'avoir cette relance européenne commune, un peu de partage des risques, qu'on puisse avoir des fonds alloués dans une période où les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, c'est relativement peu coûteux, on y va. Mais ce qui est crucial maintenant, c'est que ça marche. Parce qu'on entend dire la position française, lors de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, peut-être discutée à Versailles ces jours-ci, serait de dire, voilà, on a d'autres problèmes que le Covid maintenant, on a la guerre, etc., il faut une Europe de la défense, il faut un nouveau fonds. Mais il faut d'abord s'assurer, pour convaincre nos partenaires et convaincre les sociétés, parce qu'on est tous derrière, potentiellement contribuables, il va bien falloir à un moment, peut-être, voir des impôts augmenter, s'assurer que ça a fonctionné. Et parce qu'on avait tous les yeux rivés sur la macroéconomie, on ne s'est pas intéressé à la question microéconomique. À quoi ça sert? Comment est-ce que ça marche en pratique? Quelle incitation ça va donner? Quelle désincitation ça va donner? Et c'est ça qui devrait être au cœur du sujet, mais ça fait 20 ans, 30 ans que c'est pas évoqué et que ça le devrait. Mais il a fallu du temps, il ne faut pas oublier, pour s'assurer que la politique budgétaire, on avait le droit d'en parler, qu'elle pouvait être efficace. Je ne dis pas qu'elle l'est toujours, mais il y a eu un moment, quand j'étais moi plus jeune, quand j'avais peut-être l'âge de Philippe, où parler de politique budgétaire et dire que l'effet multiplicateur pouvait être positif, voire supérieur à l'unité, c'est-à-dire vous mettez de l'argent public dans l'économie et c'est bon pour l'économie, on vous disait, non mais excusez-moi, mais vous avez raté 30 ans d'économie, jeune homme, passez la porte. Bon, maintenant on a le droit de le dire. Il ne faut pas passer à l'extrême inverse, c'est tout. Il ne faut pas se dire quelque argent public qu'on aura mis dans l'économie, ce sera bon. On va faire des bêtises et il faudra qu'on fasse le moins de bêtises possible. Merci Jérôme. Étienne. Oui, donc, par rapport à la théorie du grand complot et tout ça, non, c'est évidemment pas le sujet. Le sujet, c'est de prendre au sérieux ce qui se trouve dans les législations européennes elles-mêmes. Je pense que tout le monde est d'accord, que ce soit dans les législations européennes ou dans ceux qui sont critiques par rapport au discours européen, sur un certain nombre de choses. Le fait qu'une bonne politique budgétaire, c'est une politique qui est anticyclique. Le fait qu'il faut laisser fonctionner les stabilisateurs automatiques.
Le fait même, et ça c'est les législations européennes elles-mêmes qui le disent, qu'il doit y avoir un dialogue technique sur les hypothèses qui sont utilisées dans ce type de modèle, que les États membres, dans leur dialogue avec la Commission européenne, doivent venir dire, voilà, nos estimations sont plausibles. Et donc moi, ce que je dis, c'est pas qu'il faut brûler en place de grève les membres de la DG ECFIN ou je ne sais qui, mais c'est qu'il faut habiter ce dialogue technique. À partir du moment où, depuis très longtemps, je dirais au moins depuis une vingtaine d'années, la question de la plausibilité des estimations, de ce type d'estimation est en cause, ça veut dire que ce dialogue technique ne fonctionne pas bien. Et qu'il faut le réhabiter. Et ça demande c'est une responsabilité de la Commission européenne d'ouvrir le débat là-dessus, mais c'est une responsabilité aussi des responsables politiques d'avoir un débat budgétaire intelligent et de se doter des compétences qui permettent d'habiter ce dialogue technique. Moi, c'est ça que je dis. Et donc, alors ça suppose plus de pluralisme dans le débat. Moi, l'accusation que je fais, c'est qu'actuellement, et en fait depuis 20 ans, il y a une approche qui est utilisée pour faire ces estimations, c'est celle qui a été longuement expliquée ici par tous les intervenants, et qu'aujourd'hui, cette méthode est sujette à caution. Et je dirais, elle est même sujette à caution entre les institutions officielles elles-mêmes. Moi, j'ai des chiffres d'estimation qui sont produits par l'OCDE et la Commission européenne pour un même pays la même année sur l'output gap ou le solde budgétaire structurel, et vous avez des grandes différences. Donc, à partir du moment où deux institutions qui utilisent, à ma connaissance, la même méthode, qui est la fameuse fonction de production, à partir du moment où cette même méthode aboutit à des résultats aussi différents, ça pose question. Et donc, il est de bonne démocratie et je dirais de professionnalisation du débat budgétaire et de progression vers une qualité de la politique budgétaire plus importante d'avoir ce débat-là. Moi, c'est essentiellement ça que je dis. Et donc aussi par rapport à l'accusation qui est de dire ceux qui commencent à critiquer les règles budgétaires, ceux qui commencent à critiquer les modèles officiels, ce sont des gens dont, en fait, dont le présupposé, c'est qu'on peut laisser le ratio dette-PIB filer n'importe comment. Non, ce qu'on peut simplement rétorquer, c'est que si le modèle aboutit à une mauvaise politique budgétaire, si le modèle aboutit à de mauvaises estimations, et qu'en plus les gouvernements vont à contresens, comme l'a expliqué Jérôme, de ce que disent les modèles, eh bien, on le paye au niveau du ratio dette-PIB. Le ratio dette-PIB augmente, et je pense qu'il y a... J'ai le souvenir qu'il y a des travaux d'ailleurs du collègue de Jérôme Pierre Adalma sur les erreurs, comment des politiques budgétaires discrétionnaires menées par des gouvernements ont augmenté le ratio dette-PIB. Il y a des signes très clairs que une mauvaise impulsion budgétaire aboutit au contraire à affaiblir la soutenabilité des finances publiques. Et donc, moi en fait, ma conclusion provisoire, en tout cas ici, c'est de dire qu'on doit professionnaliser le débat budgétaire, et ça implique aussi de travailler sur la question de la qualité. Et moi, j'ai aucun problème à travailler sur la qualité des dépenses publiques, mais à condition que, de nouveau, le débat soit ouvert. Que le débat sur la qualité, c'est aussi un débat qui peut mener à des approches unilatérales, à des indicateurs unilatéraux qui ne vont pas aboutir aux objectifs. Donc ça suppose là aussi un débat démocratique et une responsabilité des lieux où ça doit se discuter, les parlements, mais probablement aussi les partenaires sociaux. Merci pour ces réponses et ces mises en perspective. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question ? Une dernière autre question? Oui. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question très simple. Quand on voit les estimations alternatives que vous avez tous produites, on se rend compte qu'en termes de politique publique, ça a quand même un impact énorme en termes de ce qu'on peut dépenser, quoi.
Et vous avez montré des ouvertures aussi, Madame Ludgen du Bureau du Plan. Ma question, c'est quelles sont les ouvertures dans le débat technique et politique actuel en Belgique pour que la Belgique se saisisse de cet enjeu-là, produise des estimations alternatives. On a vu que c'est possible, en fait, que l'Italie l'a fait et que ce n'est pas les règles budgétaires européennes qui nous en empêchent. Et donc aujourd'hui, la question qui est posée à vous, mais aussi en fait à l'Assemblée, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent dans des institutions et dans des cabinets ici, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire avancer ce débat-là en Belgique et arriver à produire des estimations alternatives qui soient crédibles et qui permettent d'ouvrir ce débat démocratique et de sortir ce modèle de cette boîte noire qui est quand même confisquée par quelques experts dans le débat public belge aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça fonctionne le micro ou pas? Oui? Ok. Sinon, normalement, j'en ai pas besoin. Donc, pour répondre à votre question, donc, à savoir qu'est-ce qui peut, en Belgique actuellement, comment est-ce qu'on peut réformer. Donc, soit on est d'accord avec les estimations d'output gap et à ce moment-là, on croit qu'il n'y a pas besoin de réformer, donc il n'y a pas de souci. Si jamais, au sein de la commission, au sein de la méthode EUChem, donc cette méthode-là a été fixée au sein d'un output gap working group. Et donc, si on veut, donc pour les règles budgétaires européennes, si on veut avoir une mesure alternative d'output gap qui serait utilisée, à ce moment-là, je pense que légalement, ça doit être fait via un accord de l'ensemble des pays au sein de l'output gap working group. Cet output gap working group, donc qui est constitué d'experts, et est un groupe dépendant de l'EPC, donc Economic Policy Committee. Donc, s'il y a une décision, s'il y a un consensus au sein de l'output gap working group, ce sera discuté au sein de l'EPC. Et je pense que ça devrait s'arrêter là, mais j'avoue qu'après, c'est au-delà de mes connaissances. Donc, pour répondre à la question, si on veut, au sein du framework européen, maintenant, produire des estimations qui sont différentes de celles qui sont produites actuellement, ça doit être discuté d'un point de vue technique à l'output gap working group et ensuite endorsed par l'EPC. Est-ce que ça vous... Alors, je ne peux pas répondre précisément à la question que vous posez, puisque je ne suis pas impliqué, mais s'il y avait quelque chose peut-être à retenir aussi de notre discussion de ce matin, c'est que l'output gap est un calcul qui dépend d'un nombre incalculable d'hypothèses. Ça, je pense que vous l'aurez tous compris. Et que peut-être qu'un des éléments à faire valoir lorsque vous êtes confronté à des discussions budgétaires ou à la volonté d'avancer sur les questions budgétaires, c'est face à quelqu'un qui vous donne une évaluation de son déficit structurel, que vous lui demandiez quelle est son évaluation de l'output gap. Bon, ça reste technique. Et puis vous lui demandiez, mais c'est quoi alors le taux de chômage d'équilibre que vous avez en tête correspondant à cet output gap. Parce que là, vous saurez quel est le taux de chômage dans votre pays, vous saurez ce que vise la notion d'output gap et vous vous direz si oui ou non ça vous paraît être le nirvana ou pas. Pendant longtemps, on a vu des discussions, notamment, donc c'était en France, entre Français, entre des gens qui n'étaient pas positionnés pareil politiquement et quelqu'un arrivant en disant voilà, le taux de chômage d'équilibre de la France, c'est 11% de la population active. À un moment où le taux de chômage de la France était de 12%. Bon moyen de dire le gouvernement a vraiment en place, a été super bon parce qu'on est super près du taux de chômage nirvana d'équilibre. Et puis un autre arrivé en disant mais excuse-moi, mais moi c'est 7% le chômage d'équilibre pour telle et telle raison. Et du coup on est bien loin de l'équilibre du marché du travail. Donc je pense que derrière l'output gap, il y a le taux de chômage d'équilibre qui a été pris pour cible et qui vous donnera une idée du caractère plus ou moins valide de l'hypothèse qui a été faite. C'est un conseil que je me permettrai de vous donner. Très bien, merci. Nous atterrissons tout doucement. En tout cas, on voit qu'il y a sans doute la nécessité d'une entrée en débat démocratique, mais pas seulement démocratique, en débat scientifique, économique, sur ce que relève ou ce que révèle ce modèle de l'output gap, quelles sont les grandes hypothèses qui sont derrière. Et si je peux peut-être de manière un peu brutale le synthétiser,
j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, les voies de discussion à la fois scientifiques et à la fois démocratiques ne sont pas très ouvertes. Ça reste une forme de technocratie qui tourne sur elle-même et qui mériterait d'être amendée par celles et ceux qui sont à l'origine même de sa construction, donc qui sont les plus à même à pouvoir détricoter finalement toute la complexité technique qu'il y a derrière. Et je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Thomas Dermine, pour les mots de conclusion. Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Les bancs de l'UCL. Peut-être quelques remarques sur la discussion et qui a notamment été ouverte par Axel Miller. Je pense que la discussion ici elle est intéressante parce qu'elle illustre la dialectique entre politique et politique. Et le français est une langue beaucoup plus riche que l'anglais sur beaucoup de termes, mais pas sur le terme politique. Parce que la langue anglaise fait une différence fondamentale entre ce qui est policy et ce qui est politics. La politics, c'est le jeu des hommes et du pouvoir en fonction des conditions actuelles. Policy, c'est comment je prends la meilleure décision en fonction d'une fonction objective qui est révélée. Et donc, la question sur l'output gap, c'est exactement cette dialectique entre policy et politics. C'est-à-dire que ce sont des modèles qui ont été construits à un moment donné dans le temps, où le contexte politique faisait que le modèle devait être construit de cette façon-là, parce qu'effectivement, on était contraint par un objectif de convergence au niveau européen, dans un monde où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés, dans un monde où on vivait dans l'illusion de la fin de l'histoire et où toute une série de dépenses budgétaires en matière d'autonomie stratégique, en matière de défense, etc., devaient être contrôlées. Et donc, quelque part, et c'est un peu Ulysse qui s'enchaîne à son mât, on a confié à les policymakers technocrates des modèles, une black box qu'on a figée. Or, et c'est la phrase de Keynes, « When the facts change, I change my mind », on se retrouve 20-30 ans plus tard avec un monde qui a évolué, avec un contexte de taux qui est complètement différent, avec une nécessité d'investir qui est complètement différent. Là où dans les années 80-90, on sortait de 2-3 décennies avec 6-7% d'investissement du PIB, d'investissement dans l'infrastructure publique. Ici, on sort de 3 décennies de 2-3% d'investissement public et une nécessité d'investir pour préparer la transition. On se retrouve même dans un contexte international où on se rend compte que réinvestir dans notre autonomie stratégique, réinvestir dans la défense a du sens. Et donc, la dialectique doit s'enclencher entre le politics et le policy pour se dire, tiens, finalement, je me suis enchaîné au mât comme Ulysse en perdant certains leviers. Eh bien, il faut à minima qu'on réévalue cette boîte noire. Et je pense que je ne connais pas le schéma politique qui a été décrit par Madame Ludgen, mais s'il y a un débat technique et un débat politique qui doit avoir lieu, si la Belgique doit susciter une discussion au sein du working group sur l'output gap, vous avez effectivement ici des représentants politiques, et je pense tant chez mon collègue Axel qu'au sein de mon parti ou d'autres partis, ce sont des discussions sur lesquelles on ne sera certainement pas d'accord sur tous les paramètres, mais c'est le genre de bonnes discussions à avoir. Deuxièmement, sur l'efficacité de la dépense publique, c'est un sujet qui est absolument primordial. Je pense que ce qui fait qu'il y a des sensibilités politiques différentes entre la gauche et la droite, c'est quel est le rôle de l'État, c'est-à-dire quel est le pourcentage de dépenses publiques qu'on voit par rapport au PIB. Typiquement, moi j'ai une inclinaison politique plutôt à gauche, je pense que le monde est peuplé d'inégalités, que la première inégalité c'est la famille dans laquelle on est, et qu'un État fort et un État efficace doit corriger toute une série d'inégalités qui existent dans la nature, par un système d'enseignement efficace, par un système de justice, de soins de santé et de redistribution. Et ça, c'est le débat politique, c'est quel est le rôle de l'État. Mais finalement, il y a assez peu de débats politiques, et je pense qu'on peut très bien se retrouver la gauche et la droite sur le fait que chaque euro qui est confié par le citoyen doit contribuer le plus possible à des objectifs de politique publique qu'on leur assimile. Et effectivement, et je pense, et singulièrement je le dis, c'est aussi une critique de la gauche en Europe, c'est que ce débat sur la question de l'efficacité et de l'efficience de la dépense publique a été trop peu habité par la gauche.
Et là, il y a une vraie réflexion à avoir, parce que quelque part, en n'étant pas assez centré sur cette question de l'efficacité de la dépense publique, on dessert l'objectif qui est de donner une place centrale à l'État. Maybe I'll switch to English to make sure that Philippe can stay with us. But I'll start with two things. First of all, I'm very sorry, I'm not going to go into the black box because I would be totally unable to discuss the Nauru and the Cobb-Douglas function. It reminds me of old lessons I had in my past at university, but I will not do it. And the second confession I have to make is that I'm a big fan of and Philippe and his work. It's the first time we meet actually, but I'm following his work very closely on Twitter, and I think honestly that you are a role model in terms of someone respected in the academia and going into the policy debate, vulgarizing your work and making it accessible for people like me with a limited technical background. And I think that in Belgium and for sure in French-speaking Belgium, we don't have that tradition. Many of people in academia do it, but insufficiently, of going into the public debate. And for me, again, it's a distinction between policy and politics. I'm not asking you to go into politics, but it's one of the duty as someone being trained in a public university to participate to the public debate, because honestly, I think, and Axel and I, we discuss it a lot, that the public debate in Belgium needs to be better informed by experts like you. So, Philippe, thanks a lot for being here, and it's a pleasure to see you. Within the Belgian government, I'm responsible for the Recovery and Resilience Funds. It's basically working on the relance plan that we had to design in the aftermath of the COVID-19 crisis. We are today at war. We are at war with Ukraine, but we are also fighting, one of the most important war we are doing is the war to accelerate the transition to a low-carbon economy. And for me, it's the primary policy debate that we should have, is what are all the means that we should assemble to lead this war. And we are at war, but actually most of the soldiers are completely depressed. One of the most frightening statistics that I saw in the recent weeks is the percentage of the young people who are anxious or depressed about the future. And I'm sure that you must see it across your students. If you take the population aged between 18 and 24, around 60% of them are profoundly anxious if they talk about the future, because they know we are at war in the transition, but they are absolutely not confident that we're going to be able to deliver effective solutions in the short time frame that we have. What I try to bring as a political message is a message of hope. A transition, we've done it in the past. Actually, if you look at the history of mankind, we have been able to do it in the past. We switched in the 19th century from a society dominated by the force of men, the force of horses, to a society dominated by another energy, coal. Later in the history of humanity, we did another transition from coal to oil and gas, and we did it in 20, 30 years. And today, the nature of the transition we should do is exactly the same nature as the transition we did in the past. We will transition from oil and gas to low carbon energy sources. So that's a message of hope that I'm trying to convey also to my, I have a sister studying at UCL in Woluwe. She's a medical doctor trainee. And she's anxious about the future, but she's not feeling well because she is believing that she won't have kids because she doesn't believe in the future of our world. That's crazy. And that's the first message I try to convey to her is basically, we've done in the past. We have a unique challenge. We need to do it in 20, 30 years. In the past, we did it in 40, 50 years, but we've already done it. So collectively, if we work, okay, the world is more complex today, but we have been able already in the past to achieve the kind of transition we need to do now.
Now, if I look at what did we do in the past to be successful in making transitions, it's a question of investment. Investment in infrastructure, investment in networks. When we transition from a rural society to industrial society based on coal, we built networks. The railway networks, the waterways network, that's the kind of thing we did, and we were able to transition from one energy to the other ones. After the Second World War, when we transitioned to oil and gas, what did we do? Investing in networks, investing in infrastructures. We built all the highways, we built all the pipelines to transport oil and gas, we built electrical networks. And at these times, and we have very good historical studies showing that during those periods, we were investing 7, 8 to 9% of our GDP in infrastructure. Today, we need to make the same kind of transition, but we are, in Belgium, investing 2%, 2.5% of our GDP of infrastructure. And one of the reasons we invest a very low amount of our GDP in infrastructure is because of the, I would say, perverse effect of the Stability and Growth Pact. And we are at 2.5% in Belgium. The European average is 3.5%. And we come from 6 to 7% if we look at the 60s and the 70s. And so that's the kind of the paradox of the situation right now. We have never had such a big challenge as the one we're facing. Never in the history of mankind. Everybody is talking about we should be more ambitious and the climate agreement in Paris should be reached before 2050s and it's not for 2030, not 35%, it should be 40, 45% actually. But if we're not able to commit a significant amount in public investments, it's just not going to work. We know it for sure. And if you look at what Joe Biden is doing in the States, they're putting massive amounts of money in infrastructure. Of course, they were running behind in terms of public capital stock, but they're investing massively. If you look at what Xi Jinping is doing in China, they're putting 3-4 times the amount we put in infrastructure, trying to transition. The challenge is huge for them, but that's what they're doing. And so, Axel, to your point, there is a question on efficiency of public spending, for sure. And if you look at the past investments we've done in Belgium, and for sure in Wallonia, we would have a lot of things to say about the efficiency of investment spending. But it's also a question of volume. It's also a question of how can we increase by 2, by 3, by 4 the level of spending we have in infrastructure. And the reason the Stability and Growth Pact has been very perverse is that the introduction of the 3% deficit criteria, if you are a politician doing politics, it's easier to cut on investment spending than to cut on recurring spending. It's easier to cut on, okay, I'm not going to renovate that school, I'm not going to build this energy infrastructure, then I'm going to cut on any kind of social program or educational spending. And if you look at the graphs, and I didn't bring the PowerPoint with me, but that's very funny. You see introduction of the SGP criteria, and you see from one year to another a sharp drop in public investment. The Recovery and Resilience Fund, so the next generation initiative of the Commission, is a very good step. It's a first step in a very good direction. And I'm fundamentally optimistic in the European project, but I do believe that the European Union has learned from the failure of 2008 after the first financial crisis. If you look at what happened in the States, and that's funny, I was in the States at the moment, in 2008, basically the Commission did not support any significant budgetary plan across the EU, versus Obama with the Recovery Act in the US in 2008. The difference was striking.
And one of the results of this is that the economy in the US was way faster back on track than the European economy. The European Union did learn from its mistake by putting on hold under the escape clause, the SGP, and by building this unique mechanism in European history, which is the Next Generation Fund. And honestly, I'm living it on a day-to-day basis with my colleague Naïm Kordemans, who is right now. I think that we do underestimate the impact of the Next Generation Fund on the EU as a supranational entity. We are on a day-to-day basis in discussion with the European Union, and actually the European Union is really pushing our policy agenda at national level, because it's a contractual agreement where basically you get money to invest, and that's not money from the contribution of member states, that's money that was raised at the European level, but on the other hand, you need to pass specific reforms that are within the European semester. And so I can tell you that if you wonder why did we have this specific reform on pension in the milestone, why did we reform the system of the company cars in Belgium, it's because it was on the highest priority list of the European Union. And if we did not pass these reforms in Belgium, we would not have get the money to invest through the subsidies in the Next Generation Fund. So I think that we will realize 2-3 years down the road that actually with this own financial means of the European Union raised through the Next Generation in the COVID-19 environment, de facto, the European Union has moved to the role of a supranational entity. What can we do for the future? I think that many of the items that have been designed during the COVID-19 crisis have been designed as temporary mechanism. For example, the Next Generation Fund was a one-shot initiative. We had the SURE program as a reinsurance mechanism. There was a one-shot also. We saw that Thierry Breton, the Commissioner for Industrial Policy, has led a few initiatives, for example, on the industrial policy with respect to health or the pharma industry. I believe that the COVID-19 crisis, plus the fact that we have another very aha moment with the crisis in Ukraine, will be a defining moment, and what we have to fight for is actually that those mechanisms that were designed as one-shot or temporary mechanism become permanent. In the SGP, and I fully agree with the directions that have been laid out in your intervention, I think we have a huge challenge first on the overall framework. I was a student at Harvard with a class from Rogoff in 2013. The moment that everybody was challenging the assumptions and the spreadsheet he had on designing this 60% rule. I mean, any serious economic, cannot respect this kind of one-size-fits-all approach. It should be much more modular depending on the specific situation of the country. And so we should really, deeply challenge those kind of very simple rules. We should define the trajectories of the member states depending on the own situation of the member states. That's one direction. The other direction is, of course, to think about one of the key takeaways from this whole working process of the Next Generation Fund is that we have now a European taxonomy on what is an investment, what is not an investment, what is a green investment, what is not a green investment. And I think that basically if we are serious about the transition and investing in the future to make the transition a success, working on a way to kind of circumvent the green investments from the 3% rule is a great avenue to explore. I would be indeed very careful for 2023. It's going to be a very difficult year, and especially with the situation in Ukraine. And for sure, transitioning from escape clause to back to another system is going to be a real challenge. So we should be very careful in what we do in 2023. Is it be a transitionary year between no system and the new system? But that's going to be a big policy challenge. The second avenue is
that we have a unique momentum now with the Ukraine situation to put more resources in common. Investment is a challenge, but if you listen, for example, to Commissioner Paolo Gentiloni, he has made public statement that if we are serious about our commitments for carbon reduction, we should nearly do one recovery plan every year in the next 10 years. And that's something which is, it seems big, but if you compare to the challenge we have ahead of us and to the financial environment, it's completely realistic. And that's the kind of thing we should do, because we should now invest massively in renovating buildings. We should now invest massively in building the energy network for carbon capture, for hydrogen transportation. It's really the time to do it is now, and if we don't do it now, it's going to be too late. The second thing where we should work, putting more resources in commons, is indeed working on the automatic stabilizers. For example, there are very interesting proposals on unemployment reinsurance mechanism that would act as automatic stabilizers across member states. And the third avenue I would explore, and honestly Commissioner Breton is doing very impressive work on that front, is working on the strategic autonomy of Europe by having a more integrated industrial policy. For example, over the last months, last years, we've worked on building a value chain in batteries, building a value chain in semiconductors in Europe, building a value chains in pharma, and I'm sure tomorrow we're going to work on integrated value chains in defense. And yes, in Europe, and I'm born and raised in Belgium, in Europe, I lived for a long time in the US, but we have this kind of impression that we are dirty social democrats and that other parts of the world are the true cowboy of liberalism, of free market, and the defenders of free markets. But actually, if you have lived in the US or if you study American policy, you would see that actually we are, in terms of industrial policy, behaving like apostles of free markets versus the Americans that are much more protectionist. And I think that these times are over, and that we've seen in the COVID-19 crisis, and we've seen today with the crisis in Ukraine, that somehow the state has a strategic role to play in the economy in specific sectors, and thinking of resilience of industrial value chains at European level does make sense in specific sectors. As a word of conclusion, it's a bit cheesy, but I would like to quote JFK on a quote. And the very famous quote of JFK is, I don't know exactly actually, but in French it is, il n'y a aucun problème qui ait été créé par l'homme qui ne peut pas être résolu par l'homme. Any problems created by mankind can be solved by mankind, or something like that. The second part of the quote is completely unknown, but is much more interesting than the first part of the quote. And it is basically the nature of the solution to the problem needs to be similar than the nature of the problem. La nature de la solution doit être équivalente à la nature du problème. And those issues that we're facing right now, maybe the transition, maybe how to solve the next pandemic, maybe how to solve the defense issue we have with Ukraine, are collective and Europeans. And we need to bring these kinds of collective and European solutions. And if we think about climate change, of course we're going to solve the issue of climate change by adopting our individual behaviors. And we should move better, we should eat better, and we should be more conscious about our behaviors. Of course, one part of the solution is going to come from better taxation, to include the price to carbon, etc. Of course, we know it. But a big part of it is a collective issue, is how do we collectively upgrade our infrastructure? How do we collectively build alternatives to mobility that are much more green? And that's the kind also of political debate, political discussion that we should put forward. Because if we don't do it, A, we're going to fail, and we're going to lose a lot of people along the way. We're going to lose my
small sister who's going to be depressed. We're going to lose the gilets jaunes who are going to fight against the transition because they can't live with the change in pricing that we see. And that's a collective issue. And I think that the social democrat model that we have in Europe is the model that was successful to fight for the individual rights in the 19th century, to gain the voting rights, etc., was the model that was successful in the 20th century to build our collective rights, to build our high-performing, yet not efficient enough social security systems, and is the only model that can be successful to lead the transition to a low-carbon economy. And to do this, we need more investment. And the EU, during the crisis, the COVID-19 crisis, during the Ukraine crisis, I hope, has laid some foundations for very interesting solutions. And now the big challenge is going to be in 2023, 2024, can we make these solutions permanent to upgrade the EU and to revise the SGP in a pact for solidarity rather than a pact for growth. Thank you very much. Merci beaucoup Thomas Dermine pour cet exposé que j'ai trouvé à la hauteur de la richesse des débats qui nous ont occupé toute la matinée. Donc merci beaucoup pour cette conclusion dont je retiens 3 éléments principaux. Le premier, c'est l'appel, l'invitation à organiser un débat sur l'output gap, ses modalités de calcul sur la base aussi des discussions qui ont été menées aujourd'hui. Donc c'est un premier élément important. Un deuxième élément important, c'est le lien avec la problématique plus générale qui est totalement actuelle, évidemment, de la révision du pacte de stabilité et de croissance en vue notamment de financer la transition énergétique. Et puis le troisième élément de conclusion que je mettrai en évidence, c'est cette envie, cet appel peut-être plus général aussi à plus de débats sur ces questions de politique budgétaire, qu'il s'agisse de l'output gap, du pacte de stabilité et de croissance, du programme d'investissement, du plan d'investissement qui est en cours d'être mené pour l'instant. Et donc ma conclusion, c'est qu'il y a sans doute de quoi discuter au cours de l'apéritif qui nous attend maintenant, et puis sans doute aussi de quoi se revoir prochainement pour discuter de toutes ces questions dans un format que j'espère vous avez apprécié. Donc, merci à toutes et à tous. Merci encore à nos orateurs du jour. Et à très bientôt pour de nouvelles discussions aussi fructueuses, je l'espère.